Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, cette loi de programmation militaire dessine la trajectoire budgétaire pour nos armées de l'année 2019 à l'année 2025. L'enjeu est donc immense et cette loi est désolante. Elle est désolante parce qu'elle est sans idée. Elle est désolante parce qu'elle est dans la continuité des précédentes. Elle est désolante parce qu'on a pensé les chiffres avant de penser la doctrine et les besoins. Elle est désolante parce qu'au lieu de préparer l'avenir, elle répare à peine le passé. D'abord, cette loi n'est pas l'œuvre collective que le sujet exige. La nation entière est intéressée, mais sur ces grands sujets, les décisions ont été prises par un seul homme. L'objectif des 2% du PIB a été validé le premier. Qu'il n'ait aucune signification militaire en soi n'aura rien changé. Pour se plier aux injonctions de l'OTAN et ou pour disposer d'un élément de communication facile, la décision a été vite prise. Pourtant, nous n'arrêterons pas de le répéter. La doctrine devrait être la première et les moyens définis en fonction d'elle, et non l'inverse. Le président de la République a également réglé la question de la dissuasion nucléaire dès la préface de la revue stratégique de sécurité et de défense. Il a tranché seul en faveur du renouvellement des deux composantes, aériennes et océaniques. Dorénavant, ce sera comme avant. Mais reconduire le statu quo, en l'occurrence, c'est une dépense de 25 milliards, voire, d'après certains, 37 milliards. Voici pourquoi la hausse budgétaire revendiquée n'aura pas lieu. C'est aussi nous engager pour 60 ans, au moins, dans une stratégie potentiellement obsolète dans 15. Si encore cette décision était urgente ou incontestable, mais le débat est loin d'être clos parmi les spécialistes. On s'est bien gardé d'ailleurs de nous les faire entendre. On s'est bien gardé aussi de mettre cette décision en perspective avec les évolutions du monde. Les avancées technologiques des grandes puissances pourraient remettre en question la pertinence de la dissuasion à moyen terme. Notre doctrine a été mise à mal par l'installation du bouclier antimissile états-unien accepté par François Hollande. Donald Trump a affiché sa volonté de développer des armes nucléaires tactiques. Face à cela, comment préserver notre sécurité sans participer à la surenchère et relancer une désastreuse course à l'armement ? Personne ne prétend qu'il y ait des réponses faciles à ces questions. Encore faut-il accepter de les poser. Mais non, le président privilégie les effets d'annonce. Son objectif, je cite, et Madame la ministre l'a rappelé, être la deuxième puissance militaire du monde libre. Derrière les États-Unis, faut-il le préciser, mais c'est penser dans les termes de la guerre froide, c'est avoir au moins 30 ans de retard. Ce genre de slogan ne permet vraiment pas de penser sereinement notre défense. Il garantit, au contraire, qu'on va s'en tenir aux vieux fétiches de la puissance et aux vieilles lunes absurdes et dangereuses de la théorie du choc des civilisations. Et c'est bien le cas. Cette LPM fait tout pour que la France soit le bon élève de l'OTAN. Certains sont tout flattés de pouvoir être le bagage accompagné de l'hyperpuissance états-unienne. Les propos en commission de la rapporteure de la Commission des Affaires étrangères sont édifiants à ce propos. Elle a écrit son rapport, dit-elle, en se mettant à la place de nos alliés. Il eût mieux valu penser à représenter la nation plutôt que de défendre les intérêts de nos amis. Je crois que leurs députés le font très bien. Le corollaire de cette disposition d'esprit à l'égard de l'OTAN, c'est bien entendu le zèle mis à promouvoir cette chimère qu'est l'Europe de la défense. C'est une chimère, puisque aucune politique de défense ne doit être le fait, parce qu'une politique de défense doit être le fait d'un peuple souverain, doté d'institutions démocratiques. Or, il n'existe pas un peuple européen, mais des peuples européens et peu d'institutions démocratiques. En outre, les désaccords entre gouvernements, les disparités techniques entre États sont telles qu'aucune coopération militaire systématique ne saurait s'y développer sans que ce soit au détriment d'une nation dupée. Et nous ne voulons pas que la France soit cette dupe. Et si le gouvernement ne le veut pas non plus, ce qu'on peut espérer, alors c'est la pensée magique qui règne lorsqu'on évoque dans le rapport annexé une hausse de 36%, quelle précision, des coopérations industrielles européennes dans le domaine de la défense. Mais en réalité, à l'origine de cet objectif délirant se trouve surtout le désir opportuniste de rassasier les grands groupes avec d'illusoires financements européens. Car cette LPM est d'abord à leur service. La dissuasion leur fait la part belle. Et en vertu d'un préjugé technophile faux et dangereux, on y fait des choix qui servent les gros industriels plutôt que l'intérêt du pays. On privilégie un équipement interconnecté, extrêmement cher, au coût de maintenance exorbitant
et dont l'utilité n'est même pas avérée. Car à mesure que croît la complexité technologique, croît également la vulnérabilité. Des avantages tactiques qu'elle donne, la technologie ne garantit pas pour autant de les transformer en avantages stratégiques décisifs. Dans les conflits asymétriques où nous sommes engagés, nos ennemis se battent, passez l'expression, avec des armes de haute technologie de fortune. Ils sont bien conscients de livrer une guerre économique. Nous devrions nous aussi en avoir conscience et pouvoir le dire à nos concitoyens sans les prendre pour des enfants. Si certaines puissances veulent s'engager dans la voie de la course aux armements, nous devons pouvoir assumer tranquillement que nous ne les suivrons pas et que nous sommes instruits de cette stratégie qui vise à imprimer un rythme que les autres ne pourront pas suivre pour garantir son hégémonie. Nous n'engageons pas les transformations intellectuelles et organisationnelles indispensables. Alors qu'il faut travailler à améliorer les capacités de résilience de notre pays face aux nouvelles menaces, cette LPM reste obstinément tournée vers les opérations extérieures, sans s'être jamais interrogée sur les bénéfices réellement tirés de la très suspecte intervention en Libye, des interventions au Sahel ou même en Syrie, où pour finir, nous sommes en train de laisser périr nos alliés les plus fidèles, les Kurdes. Sans s'être jamais interrogée sur les effets stratégiques de ces interventions, et bien que la revue stratégique souligne que le taux d'engagement de ces dernières années a été exceptionnel, la LPM postule qu'il sera les mêmes ces prochaines années. Eh bien, nous affirmons, nous, qu'il faut un moratoire sur les interventions extérieures qui ne sont pas vitales. Il faut cesser de voir la défense de la France partout ailleurs qu'en France. La régénération des forces ne sera pas possible à ce rythme, alors que, je l'ai dit, la dissuasion nucléaire va gréver toute hausse du budget. Il faut désormais une pause et concentrer les efforts dans quelques domaines qui garantiront notre souveraineté et nous prépareront réellement aux guerres à venir. C'est une condition nécessaire si nous voulons avoir à ne pas les livrer et a fortiori à ne pas les perdre. Ainsi, nous devrions nous assurer de notre supériorité dans le domaine aérospatial, justement pour éviter qu'il devienne une sorte de Far West. Nous devrions aussi mettre l'accent sur les moyens qui garantiront notre souveraineté dans le domaine maritime, le premier du monde. Cet espace est particulièrement menacé par les conséquences de la crise écologique, mais de cela, la LPM ne dit presque rien. Elle évoque cependant les enjeux du renseignement et du cyber, et les présente comme des nouveautés. Mais quelles nouveautés? Le précédent livre blanc les évoquait déjà. Le précédent ministre de la Défense en faisait déjà une priorité. Mais avec quel effet? Il ne faut rien attendre de plus avec celle-ci. Au rythme des transformations prévues, dans 8 ans, nous atteindrons à peine 4000 personnes affectées au domaine cyber. Très insuffisant. Il nous faut une profonde transformation des procédures qui permettront de contourner le risque cyber, mais aussi une véritable cyberarmée. L'Allemagne, qui est si souvent votre modèle, est en passe de rattraper son retard, mais nous préférons dormir à l'abri de notre ligne Maginot. Dans le domaine du renseignement, la hausse des recrutements pourrait intervenir après 2023. En attendant, on compte sur les miracles de la technologie. On fait des offrandes aux dieux intelligence artificielle, alors que ce sont des femmes et des hommes qu'il faut mobiliser, et vite et bien. En revanche, 400 recrutements sont prévus pour continuer à soutenir l'export d'armement. Voilà un chiffre aberrant, surtout s'il s'agit d'approvisionner les infâmes régimes criminels que sont les monarchies du Golfe. Il y a urgence à mettre les intérêts privés au service de la collectivité. En vérité, ce qui manque à toute cette LPM, c'est le souci de la collectivité, c'est le peuple. L'esprit civique est la condition pour soutenir un choc violent et l'implication populaire la condition pour soutenir un conflit de longue durée. Quel étonnement que la grande promesse de la campagne présidentielle, le service national universel, ne figure pas dans la loi de programmation. Quelle hypocrisie faut-il pour prétendre que ce genre de projet ne peut affecter le budget des armées? Ce pouvoir est bien embarrassé dès lors qu'il est question du peuple. Sur le service national universel, que d'improvisation et d'atermoiement. Effectivement, la première ressource d'un peuple pour garantir sa sécurité et sa souveraineté, sa ressource première est en lui-même. Elle est dans le haut degré de conscience et de formation des femmes et des hommes qui le composent. Elle tient à la capacité pour la société de n'en laisser aucun en déshérence, en marge d'elle-même ou à l'abandon. La première ressource d'un peuple, c'est l'existence d'un État démocratique structuré et fort, capable d'initiative et d'organiser la défense passive et la mobilisation des citoyennes et des citoyens pour parer les coups qui pourraient éventuellement être portés au pays, qu'il s'agisse d'atteintes militaires, économiques, cyber ou terroristes. En vérité, nous en sommes loin. Le gouvernement s'apprête à brader les biens de l'État dans tous les domaines où il est encore présent. Où avons-nous vu qu'il faille un État rabougri pour assurer
la défense d'un territoire et d'une population. Il faut redonner au peuple les moyens d'agir pour sa propre sauvegarde, avec un service véritable, universel, mixte, rémunéré. Toutes les intelligences du pays, codeurs, ingénieurs, ouvriers, chacune et chacun contribuera un jour au service de la nation. Le lien entre armée et nation qu'il restaurerait serait ainsi une garantie démocratique contre le risque de pouvoir. Et je conclus. Il est enfin une garantie contre les politiques interventionnistes aventureuses. Sur tous ces sujets, la LPM est désespérément insuffisante. Elle sert en fait une vision politique de Matamor, ce militaire fanfaron de la comédie italienne. Celui qui dit sans cesse « vous allez voir ce que vous allez voir », eh bien on a vu, il n'y a pas vraiment de quoi pavoiser. Merci, monsieur le député.